Bonsoir Abdelila Laloui. Bonsoir. Vous êtes étudiant à Sciences Po et cofondateur de l'association Tous Curieux qui aide les jeunes de banlieue, entre autres, à s'approprier la culture, à la désacraliser. On va revenir avec vous sur cette fracture sociale qui divise notre pays. Mais avant cela, une réaction sur les pistes envisagées par le président de la République pour lutter contre les inégalités. Et parmi elles, celle qui a surpris tout le monde hier, l'éventuelle suppression de l'ENA, l'École nationale d'administration, le temple de la haute fonction publique. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette mesure ? Alors, je vais paraître un peu radical, mais je pense que cet entre-soi à l'ENA n'est pas du tout bon pour le dialogue que les Français attendent. On le voit avec le mouvement des Gilets jaunes. Moi, je pense que les décideurs de demain, les décideurs qui doivent être formés au dialogue, ils doivent être conscients des réalités sociales. Et je ne pense pas qu'on puisse apprendre le quotidien des Français, la réalité sociale des Français et des Françaises entre quatre murs et apprendre cela. Oui, vous dites l'ENA, c'est comme laisser ses clés à quelqu'un qui ne connaît pas la maison. C'est ça, c'est un peu ça, c'est de laisser les clés à des décideurs qui ne connaissent pas finalement les habitants de la maison. Pourtant, l'ENA, c'est quand même un concours. Quand on parle de méritocratie, ce concours a justement été créé pour éviter la cooptation entre élites. En tout cas, c'est l'avis de Daniel Keller. Je vous propose qu'on l'écoute. C'est le président de l'association des anciens élèves de l'ENA. Puis ensuite, vous réagissez. L'ENA ne peut pas porter sur ses épaules le fardeau de toutes les inégalités sociales qui se reproduisent au fil de la vie scolaire. Les inégalités sociales, elles commencent à l'école maternelle. Ensuite, l'ENA est un concours et en cela, elle est quand même un exemple de la méritocratie. Il y a d'ores et déjà des classes préparatoires intégrées qui cherchent à permettre à des jeunes issus des quartiers difficiles de passer les concours de la fonction publique et de préparer le concours de l'ENA. Mais justement, vous, ces concours dont il parle, vous en avez profité puisque c'est comme ça que vous avez pu aussi intégrer Sciences Po. Oui, mais j'ai pu intégrer cette école. Vous pensez que vous êtes l'exception qui confirme la règle ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et notre association le prouve. Moi, je propose à ce monsieur d'assister à nos sorties, à nos assemblées de curieux, à venir avec nous dans les collèges, dans les lycées, pour se rendre compte de la pression sociale, de l'autocensure qui pèse sur tous ces jeunes. On ne peut pas parler aujourd'hui de méritocratie en France lorsqu'on sait que des centaines de milliers de jeunes ne se sentent pas à leur place à cause d'un manque qu'ils pensent avoir parce que l'État ne leur apporte pas suffisamment de bagages. Alors justement, vous parlez de bagages culturels. Venons-en à votre parcours, Abdelila Laloui. Vous avez des bonnes notes, mais pour autant, rien ne vous destine à intégrer Sciences Po il y a quelques années. Votre projet, c'est de devenir frigoriste. Alors comment est-ce qu'on passe de frigoriste à Sciences Po ? Alors c'est très simple. Donc j'ai fait ma scolarité à Valenton, dans l'un des pires collèges du Val-de-Marne. Puis j'ai fait le lycée Gutenberg à Créteil. Et de la 6e à la terminale, j'ai eu d'excellents résultats. Ma mère revenait toujours à la maison très fièrement avec les félicitations et un bulletin excellent. Mais en seconde et tout au long du lycée, j'étais persuadé que moi, mon avenir, c'était de faire frigoriste. Parce que ça me plaisait, et je n'y vois pas ici, je n'y vois aucune insulte. Le métier de mon père est très, très respectable. C'est le métier de votre papa. Oui. Métier de mon papa qui est par la suite devenu chef d'entreprise, cadre supérieur. Alors, qu'est-ce qui fait le déclic ? Et qu'est-ce qui fait le déclic ? En classe de seconde, ma professeure de français, Madame Huchet, que je salue, est venue me voir pour me dire que j'avais largement les capacités de tenter le concours Sciences Po, dans le cadre de la Convention éducation prioritaire. Moi, à ce moment-là, je ne connaissais pas du tout cette école. Pour moi, les grandes écoles étaient à Paris, et pour moi, Paris était à 500 km de la banlieue. Les grandes écoles n'étaient pas faites pour moi. Et le déclic, ça a été cette professeure de français, et puis ça a été la littérature. Alors la justement, littérature, vous racontez la culture. Une claque, je reprends vos mots, en découvrant le livre d'un poète. C'est ça, de Rainer Maria Rilke, Lettre à un jeune poète qui a été une véritable révélation pour moi. Pourquoi ? Les mots de ce poète, et j'avais fait, pour la petite anecdote, ma copie de français de première. J'ai eu 19 au bac de français grâce à ce livre que j'avais lu 2 mois avant le bac. Ces mots étaient très rassurant, très révélateur pour moi, à un moment où je ne me sentais pas du tout légitime de lire ce bouquin, où je ne me sentais pas du tout capable de comprendre le bouquin de Rainer Maria Rilke. Alors, vous parlez quand même justement d'illégitimité ou de sentiment de honte. Comment il se traduit ce malaise ? Alors, il se traduit avant tout socialement. On a l'impression de ne pas être
de ne pas être à la hauteur à chaque fois, et ça peut se traduire aussi dans nos pratiques culturelles. On va pas se rendre au musée, on va pas se rendre au théâtre, parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir assez de références pour comprendre les choses. Et on se trompe totalement, et c'est le discours de notre association, donc Tous Curieux. On pense que l'art, que la culture de manière générale est accessible à toutes et à tous, et que c'est faux. Pardon, Non, c'est faux. je pose Non, la pas question. du tout. Elle est accessible à tout le monde. Tout le monde peut saisir les œuvres. Tout le monde a accès à toutes ces choses-là. Mais la pression sociale et ce manque de bagage culturel qu'on a l'impression d'avoir, que beaucoup d'entre nous ont, mais que j'ai eu il y a 2-3 ans. Mais Justement, pour préparer Sciences Po, vous dites, bon là, il a fallu quand même déplacer des montagnes, et j'ai découvert aussi finalement un monde parallèle. c'est ça. Au moment de la préparation du concours, je me suis moi-même rendu compte donc, que je n'étais pas cultivé, pour dire les choses franchement, que je n'avais pas assez de bagage culturel. Mais ça n'a pas du tout été un frein. Au contraire, j'ai eu un élan à ce moment-là, et j'ai eu l'impression d'avoir, je prends toujours cette image d'un ciel couvert de nuages qu'on dégage petit à petit, au fil des lectures, au fil des musiques qu'on découvre, des styles musicaux. Et c'est ce qu'on essaye de reproduire chaque jour avec cette association. Et c'est ce qui se produit chaque jour avec les interventions que tous les bénévoles animent. Les élèves se rendent compte qu'ils aiment le théâtre, qu'ils aiment la littérature, Ils aiment l'opéra. qu'ils aiment l'opéra, qu'ils n'y connaissent pas grand-chose, mais qu'ils ont de l'amour pour toutes ces choses. Alors, ça fait 2 ans que vous êtes à Sciences Po. Comment se passe le passage de Créteil à Saint-Germain? Alors, le passage est assez dur. Comme beaucoup d'élèves issus de la Convention éducation prioritaire, on a l'impression de ne pas être à notre place à Sciences Po. Pour la petite anecdote, encore une fois, on nous fait comprendre, les autres étudiants nous font comprendre qu'on n'est pas à notre place. À l'amphi de présentation des syndicats, un syndicat que beaucoup connaissent et que je n'apprécie pas tant que ça, l'UNI, qui à la rentrée scolaire nous dit qu'on n'a pas notre place ici et qu'il faut qu'un seul concours, c'est le concours classique. Donc première grosse claque, tous les étudiants applaudissent dans l'amphithéâtre. Donc forcément, la première année est très dure. On a énormément de chocs sociaux. Et là, vous vous accrochez quand même. Et là, bon, je ne m'accroche plus, je me sens entièrement à ma place dans cette école. Et je suis bien content que Richard Descoings et Jack Lang aient cru en tout ça, aient cru en nous. Alors justement, ces propositions de prépa intégrée, de conventions à côté des concours pour les écoles d'excellence, c'est une bonne idée, il faut le développer davantage? Oui, bien sûr. À terme, à court terme, il faut en développer partout, dans toutes les grandes écoles, dans toutes les écoles même, de manière générale, qui sont difficiles d'accès pour certaines personnes à cause de leur milieu social. Mais sur le long terme, il faut finalement qu'on puisse produire des modèles qui prouvent que finalement on est dans une société méritocratique. Mais il faut en attendant passer par ces modèles qui doivent émerger de ces écoles. Des modèles comme ceux de Sciences Po. On a énormément de députés, de maires qui sortent de Sciences Po par la Convention d'éducation prioritaire. Juste une question très rapidement quand même. Vous menez de front donc, vos études à Sciences Po, votre association, vous faites quoi? Beaucoup de nuits blanches? Comment vous organisez? C'est ça, oui. J'ai pas beaucoup dormi cette année, d'autant plus que j'étais aussi attaché parlementaire de monsieur Christophe Bouillon, que je salue, à côté de mes études, et c'était assez compliqué. Mais on tient le coup parce que ça nous motive. Eh bien, merci à vous Abdelila Lalouï, bravo pour tout ce que vous avez déjà accompli. Cofondateur de l'association Tous Curieux. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur la reconstruction de Notre-Dame. Conseil des ministres spécial ce matin entièrement consacré au monument. C'est dans l'air est intitulé ce soir Notre-Dame, Macron en mission. Ne bougez pas.